Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse aux tortues marines et plus spécialement à leur rôle de témoin de la santé du vivant dans l'océan. Et on va voir que si certaines espèces sont en danger d'extinction, des gens savent faire pour les préserver. Bonjour Florence Dell'Amico. Bonjour. Tu es une scientifique, une biologiste. Tu es la responsable du Centre d'études et de soins pour les tortues marines. C'est un centre qui est basé à l'Aquarium de La Rochelle, en Charente-Maritime. Et à ce titre, tu coordonnes également un réseau, le réseau Tortues Marines, un réseau de surveillance et de soins dans l'Atlantique Est. Il s'étend de la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, le long des côtes. On va donc tenter de tout savoir sur les tortues marines, en tout cas celles que tu observes et que tu soignes. Tu nous diras quelles sont les menaces qui pèsent sur elles, comment se déroule la période de soins chez toi, dans ton centre, et ce qu'il se passe après, car le but est bien de les remettre dans l'océan, les remettre à l'eau pour qu'elles poursuivent leur route. Et il faut dire que ce printemps 2024 est une année exceptionnelle en la matière, et nous verrons pourquoi. Mais d'abord, on veut toujours en savoir plus au début de l'émission sur l'invité. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment a commencé ton histoire avec les tortues marines ? J'ai toujours été très intéressée par le milieu marin et la conservation d'espèces, notamment des espèces qui sont en danger d'extinction. Donc, les tortues marines sont apparues sur mon parcours et depuis, je suis restée dedans parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir sur ces espèces. Alors, je disais, en effet, tu es une scientifique. Les tortues marines, on en dénombre 7 d'espèces à travers le monde et 4 d'entre elles peuvent se retrouver en Europe. D'où viennent les tortues qui naviguent sur la façade atlantique et dans la Manche, proche des côtes françaises ou au large? La plupart ne naissent pas ici. Non, effectivement, sur la façade Manche-Atlantique, nous n'allons pas recenser de sites de ponte de tortues marines. On va recenser principalement des tortues luttes qui vont venir s'alimenter spécifiquement sur nos côtes, et notamment dans les pertuis charentais. Donc, ce sont des espèces qui se nourrissent principalement d'organismes gélatineux, tels les grosses méduses qu'on peut retrouver sur nos côtes. Et donc, elles viennent vraiment les chercher. Elles vont migrer sur de très longues distances pour venir s'alimenter de ces individus sur nos côtes. Et donc, c'est une population qui nidifie principalement sur les plages de Guyane française et de Trinidad. Et donc, ils vont entamer ces longues migrations pour venir jusque chez nous à leur stade mature. Et ensuite, on va retrouver donc les 3 autres espèces que vous avez évoquées donc tout à l'heure, la tortue kawan, la tortue verte et la tortue de Kemp, qui, elle, va venir sur nos côtes, en fait, au cours de leur cycle de vie, mais au cours des premières années de leur vie, ce que l'on appelle les années perdues. Une période qui peut durer une quinzaine d'années, mais on retrouve sur nos côtes des très petits individus et qui vont se retrouver perdus, déviés de leurs routes initiales par les courants et les tempêtes au large, et les poussent en fait jusque sur les côtes européennes, où là, elles vont expérimenter les températures hivernales qui peuvent les conduire à une mort. Alors, quelle est la santé de ces espèces? En tout cas, les 4 espèces dont on vient de parler, elles sont vulnérables, c'est certain, et certaines sont même classées en danger critique d'extinction. Quelle est la situation que tu observes sur ton terrain en France? Les critères en fait de vulnérables, espèces en danger critique d'extinction, etc., va se focaliser uniquement sur le nombre de tortues nidifiantes, puisque c'est facile de les compter. Au-delà de ça, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe en mer pour les tout petits individus, mais également pour les mâles qui, eux, ne reviendront jamais sur les côtes. Donc, on va avoir une idée de leur état grâce aux femelles qui vont venir nidifier sur les plages. Donc, on n'a pas trop d'informations et nous, on travaille beaucoup plus sur les individus juvéniles, donc au cours de cette période de leur vie où on connaît très peu de choses. Donc, c'est pour cela aussi qu'on travaille beaucoup avec nos partenaires internationaux pour essayer donc de démystifier un petit peu cette période de leur vie que l'on appelle les lost years et en apprendre davantage sur cette période. Donc, après, notre suivi nous permet d'avoir une idée de la distribution spatio-temporelle des tortues marines sur nos côtes, de voir s'il y a plus ou moins d'échouages et également leur répartition spatiale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les tortues marines sont des indicateurs de la qualité du milieu marin.
du fait qu'on va les retrouver aussi près des côtes qu'au large des côtes, qu'elles peuvent s'alimenter aussi bien en surface qu'en profondeur, et également parcourir des grandes quantités de kilomètres. Donc, ce sont des très bons indicateurs de la qualité du milieu marin. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la directive cadre stratégie pour le milieu marin les a désignés pour l'indicateur déchets ingérés. Donc, lorsque l'on va récupérer les tortues dans notre centre de soins, nous allons étudier leurs crottes qui vont nous donner donc une indication sur la présence-absence de déchets. Et sur les individus morts, on va également étudier l'ensemble de leurs tubes digestifs, ce qui va nous permettre également de comprendre quel type de déchets sont ingérés, quelles sont également les conséquences que peuvent avoir l'ingestion de ces déchets sur leur digestion et sur leur métabolisme, mais également de comprendre la place que va prendre ces déchets dans le bol alimentaire. Quand tu évoques les déchets, ça va du sac plastique qui flotte et qui se dégrade en mer jusqu'à des microplastiques ou d'autres types de déchets. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, les microplastiques, ça va être encore très compliqué à les, à les identifier. Nous, on va travailler plutôt sur les déchets à partir de 1 millimètre. Donc, on est plutôt sur des macro-déchets. Et donc, effectivement, on va être sur des morceaux de déchets qui peuvent faire plusieurs centimètres, à des fils de nylon et à des grosses quantités de déchets lorsque l'on va être plutôt sur des individus de grande taille, comme par exemple les tortues luttes. Après, c'est très délicat lorsqu'on va retrouver un animal mort de déterminer très clairement la conséquence de l'ingestion du déchet sur l'animal si on ne voit pas une cause claire, c'est-à-dire par exemple une occlusion, un bouchon qui aura vraiment été létal pour l'animal. Dans la plupart des cas, les déchets qui sont ingérés vont provoquer une dilution du bol alimentaire, c'est-à-dire que l'animal va ingérer des déchets, il ne va pas être capable de recracher en fait ces déchets. Il a une anatomie qui est vraiment très adaptée à l'alimentation sous l'eau. Donc, tout ce qui va rentrer ne pourra pas ressortir à moins que ça soit de l'eau de mer. Et lorsque l'animal va ingérer donc ces déchets qui vont arriver dans l'estomac, eh bien l'estomac va travailler et donc l'animal va avoir cette sensation de s'être alimenté et en fait pas du tout et il va dépérir en fait, il va mourir de faim. Et ce que l'on ne sait pas aussi, c'est l'impact du relargage de contaminants de ces différents déchets sur le métabolisme de l'animal. On sait sur certaines études qui ont été réalisées que les polluants, les contaminants, vont être transmis de la femelle à l'œuf, donc ça se transmet aussi de cette manière. Et on sait également que ça peut conduire l'animal forcément à, s'il ne s'alimente moins, il va grandir moins vite et donc atteindre l'âge de maturité sexuelle moins rapidement. Et donc, il va y avoir une diminution du taux de reproduction. Que mange une tortue habituellement, quand ce ne sont pas des déchets, bien sûr? Alors, les tortues marines, ce sont des tortues qui sont omnivores à tendance carnivore, hormis pour la tortue verte qui, elle, à l'âge adulte, va se spécialiser et va être herbivore et va s'alimenter principalement sur les herbiers de Phanerogame marine. Donc, sinon, les tortues marines sont plutôt des animaux qui sont opportunistes. Donc, ce qui explique aussi, comme ils s'alimentent aussi bien en surface, bien, il va ouvrir la bouche et à ce moment-là, il va manger aussi bien les petites larves de poissons en surface que également les morceaux de déchets qui vont flotter. Donc, on retrouve de nombreux types de déchets. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec le recul les couleurs qui vont être plus ingérées que d'autres. Et donc, ça nous donne tout un tas d'indications qui vont aider aussi les politiques publiques à prendre des décisions ultérieurement. Oui, parce que c'est 30 ans d'historique de données hein, Oui, dans même ton plus. centre, plus encore. Alors voyons comment les tortues se retrouvent précisément dans ton centre de soins. C'est toute une mobilisation qui s'organise, prise accidentelle dans des filets de pêche, pollution, échouage sur les côtes. Quelles sont les raisons principales? Alors, les raisons principales sont les échouages liés à l'hypothermie, au froid.
Donc, les petites tortues sont des espèces qui sont ectothermes, c'est-à-dire qu'elles ont la température de leur corps qui est celle du milieu dans lequel elles se trouvent. Et à partir de 15 degrés, elles vont être comme assommées par le froid. Elles vont être assommées, elles ne vont plus être capables de lutter contre les éléments naturels. Et en général, donc, on est sur des petits individus, hein, on parle de l'ordre de quelques grammes à quelques centaines de grammes à quelques kilos, hein, c'est vraiment des tout petits individus qui vont donc se retrouver flottant à la surface, à la merci donc des vagues et des vents qui vont les conduire jusque sur nos plages. Donc, lorsque les animaux vont arriver sur nos plages, des promeneurs vont les trouver et à ce moment-là, ils les signalent à l'aquarium La Rochelle. Et nous, en fonction du lieu de l'échouage, on va mobiliser nos correspondants locaux du réseau Tortue Marine Atlantique Est qui sont formés et habilités à intervenir sur ces animaux. Donc, une fois les animaux récupérés, on va les faire transiter le plus rapidement possible vers notre centre de soins, où là, on va établir un état initial de leur état de santé, donc des mesures des poids, qui vont être donc le point de départ en fait de leur prise en charge, mais également une prise de sang, une radio, éventuellement donc un scanner. Et on va voir que effectivement, dans la plupart des cas, les tortues souffrent du froid, donc elles sont déshydratées, elles sont en hypothermie. Elles ont des infections pulmonaires dans la plupart des cas. Et donc, il va falloir mettre en place un traitement qui est adapté à base donc d'antibiotiques. Ça peut être également des antifongiques. Ça peut être également des méthodes de contention par rapport aux fractures qu'elles peuvent se faire lorsqu'elles arrivent sur nos plages, qu'elles s'échouent un peu violemment par les vagues hein, qui vont vraiment les propulser vers la plage. Et parfois, c'est des plages de galets. Et donc, on peut mettre également en place des séances d'ostéopathie pour certains animaux, pour qu'ils retrouvent un petit peu de mobilité. Et on remarque d'ailleurs que ça leur fait du bien, hein, parce que généralement, les animaux qui présentent des fractures ou des pattes qui fonctionnent un peu moins bien, et bien en général, ils vont plutôt compenser avec leurs autres pattes et leurs autres parties de leur corps. Et donc, on voit qu'ils sont un petit peu tordus. Et donc, à ce moment-là, l'ostéopathie va leur faire énormément de bien puisque ça va leur permettre de tout remettre en ordre et donc de pouvoir repartir en bon état. Voilà. Alors tout ça, tous ces soins, donc on imagine et on comprend avec la température de l'eau notamment que c'est plutôt à la saison fraîche, froide, Mm. hivernale que ces tortues arrivent. Elles séjournent au chaud chez vous et chouchoutées et dans le but évidemment de les remettre à l'eau. Peux-tu nous décrire justement ces moments de remise à l'eau? C'est un véritable aboutissement, c'est un moment joyeux, comment ça se passe? En général, avant la remise à l'eau, donc on fait donc de nouveaux examens pour vérifier donc l'état qui s'est bien amélioré pour chacune des tortues. Donc, on refait de nouveau des prises de sang, des radios, etc., ce qui nous confirme également nos observations sur les tortues dans le centre de soins. Et puis, on diminue la température de l'eau des aquariums dans lesquels elles se trouvent pour être semblable à celle du milieu dans lequel elles vont retourner. Et puis, on va introduire au fur et à mesure des proies vivantes, généralement des crabes, généralement des crabes parce que c'est vraiment quelque chose ce sont des petits animaux mobiles, donc forcément, ça va favoriser leur chasse. Et puis, on va les équiper d'une puce électronique qui va comporter donc un numéro unique et qui va être capable du coup d'identifier. Enfin, chaque individu va être identifié de cette façon, de manière à ce que si l'animal se retrouve à nouveau quelque part, on puisse avoir une idée de son parcours. Et certaines d'entre elles, les plus grandes, vont être équipées d'un émetteur satellite. Et grâce à cet émetteur, on va pouvoir justement enregistrer ces déplacements en temps quasi réel. Et ce qui va être encore plus intéressant du coup pour nous, puisqu'on va coupler ensuite ces informations-là avec des données environnementales telles que la hauteur de mer, telles que la température de l'eau de mer, la concentration de chlorophylle, enfin tout un tas de paramètres environnementaux. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui influencent le plus leur déplacement. Hmm. Donc, on les équipe. Et ensuite, le jour J, le jour de la remise à l'eau, eh bien, on les sort de leurs aquariums, on les dispose donc dans des caisses de transport, et ensuite on les amène jusqu'à la plage de leur remise à l'eau, où là, elles vont être posées sur le sable, et ensuite elles repartent
sous les yeux émerveillés des scolaires que l'on invite aussi à participer à ces retours à l'océan, puisque c'est également l'objectif de notre aquarium et également de notre centre de soins, c'est d'éduquer à la préservation et à la sensibilisation du milieu marin. Alors, on se pose la question, enfin, je suis sûr que les auditeurs se posent aussi la question comme moi, lorsqu'on on remet une tortue sur une plage à l'eau, c'est elle qui choisit la direction qu'elle va prendre. Que montrent les données que vous avez recueillies par satellite? Est-ce qu'il y a des directions privilégiées ou, comme tu le disais un peu tout à l'heure, c'est par opportunisme? Que sait-on à ce sujet? Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes stratégies qui sont adoptées selon la taille des individus que l'on va remettre à l'eau. Par exemple, les plus grands individus, eux, on a vu qu'ils ont pu repartir vraiment très au large des côtes et vraiment en plein ouest. Et c'est ce qui leur a permis de pouvoir rejoindre, par exemple, les Açores, Bermudes, et qui sont des zones proches des sites de ponte qui peuvent être situés en Floride, que l'on connaît, puisque les populations que l'on retrouve sur nos côtes viennent des sites de ponte de Floride du Sud et du Cap-Vert principalement. Et puis, on a également les plus jeunes individus qui, eux, vont rester à tourner dans le golfe de Gascogne à s'alimenter. On a également des individus qui, eux, vont migrer plein sud et puis d'autres qui vont migrer plein nord. Et donc là, on acquiert encore beaucoup plus d'informations puisque justement, jusque-là, on se disait que 15 degrés, c'était vraiment la température qui était la température à partir de laquelle elles commençaient à être assommées par le froid. Et finalement, on se rend compte que elles peuvent même aller jusqu'à 12 degrés et elles continuent à nager. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on se rend compte que oui, les animaux s'alimentent sur nos côtes. Et ça, c'est d'autant plus intéressant puisque avec justement les modifications qui peuvent être engendrées à l'échelle globale, on peut s'attendre effectivement à retrouver davantage d'individus et à être une zone d'alimentation pour ces individus sur nos côtes. Tu fais référence au réchauffement climatique, en tout cas au réchauffement des eaux, c'est ce que tu nous dis. Oui, au dérèglement climatique. Disons que le dérèglement va avoir comme conséquence également d'engendrer d'autant plus de tempêtes, beaucoup plus de modifications de l'environnement qui vont conduire en fait d'autant plus de petites tortues à venir séjourner dans nos eaux. Et puis, comme ce sont des individus qui sont ectothermes, comme je le disais, ils sont étroitement liés avec la température de leur environnement. Donc, on suit avec attention les modifications de leur comportement. Et en tout cas, avoir ce type d'informations, ça ne peut que nous apporter d'autant plus de précision sur leur lieu Mm. d'alimentation, leur lieu de fréquentation et autant d'éléments qui vont nous indiquer quelles sont les zones à mettre en protection. Le centre d'études et de soins est donc un centre d'études et de soins, comme son nom l'indique, la recherche, la science, mais aussi les soins. Avec l'historique des données, avec le recul, tu dirais que la situation s'améliore ou s'aggrave au large des côtes françaises, même si on a compris qu'il était difficile d'avoir une vision globale. Oui, c'est délicat, hein. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce aux mesures de conservation qui ont été prises dans certaines zones de l'Atlantique Nord, eh bien, il y a eu un grand nombre de tortues qui sont revenues nidifier en Floride du Sud et au Cap-Vert, hein. On n'a jamais eu autant de pontes signalées en 2023. Donc, c'est très intéressant et peut-être probablement donc davantage d'individus présents dans l'Atlantique Nord et donc ce qui explique aussi pourquoi autant d'individus ont été recrutés dans nos eaux. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ce qui est plus problématique, c'est effectivement toute cette pollution que l'on peut voir et qui provoque des problèmes, des pathologies sur les tortues marines qu'on va rencontrer, et puis également toutes les autres
activités anthropiques qui peuvent causer la mortalité de certains individus. Donc, il y a encore énormément de choses à apprendre sur les tortues marines, notamment sur l'impact du bruit sur les tortues marines, l'impact de toutes les activités nautiques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore à apprendre. Tout un champ d'études. Alors, tu disais, ce sont des bio-indicateurs, des indicateurs de la vitalité des écosystèmes marins. Mais tu dis aussi que les tortues marines sont des espèces parapluies. J'ai lu ça en préparant cette conversation. Et qu'est-ce que cela veut dire? On parle d'espèce parapluie pour une espèce qui, elle, bénéficie de grandes mesures de conservation. Et ce sont des espèces qui sont en général très emblématiques, des espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et donc forcément, si on protège cette espèce, cela va bénéficier également aux espèces qui sont moins mises en évidence, moins mises en avant, et qui pourront tout autant bénéficier de cette protection. Donc c'est Ça abrite voilà. la conservation des autres espèces. Le centre d'études et de soins existe donc depuis 30 ans. Quels sont les travaux et projets à venir? Sur quoi doit encore progresser la connaissance? Même si tu nous as donné des éléments, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur pour progresser dans la connaissance? Je sais que vous travaillez aussi en concertation au niveau européen. Oui, tout à fait. Donc, l'objectif, on travaille sur des espèces qui migrent, qui n'ont pas de frontières. Donc, l'objectif est vraiment de mutualiser les connaissances et les compétences des différents pays et des différentes structures qui vont travailler sur les tortues marines à travers les différents pays pour avoir une réponse commune et adopter une stratégie commune pour faire en sorte d'aboutir à une conservation de la population à une échelle globale. Donc, il ne s'agit pas de travailler uniquement sur nos côtes et puis à côté, ils n'ont pas du tout la même méthodologie ni la même approche pour collecter l'information. Il faut vraiment qu'on s'accorde à collecter le même niveau d'information pour qu'on soit au même niveau et apporter une mesure de protection ensemble et qui soit effective et mise en œuvre vraiment, quoi. Enfin, que tout le monde s'accorde à ça. Et puis, au-delà de ça, on se pose encore beaucoup de questions sur qu'appelle-t-on le bon état de santé d'une tortue marine? C'est encore quelque chose qui est très, très nouveau de s'intéresser à cela. Avant, bon, ben voilà, on regardait l'animal, est-ce qu'il plonge, est-ce qu'il mange? Bon, ben voilà, ça nous suffit, ça nous suffisait pour savoir est-ce que l'animal va bien? Puisque si quand l'appétit va, tout va. Sauf que, ben, écoutez, avec la multiplication des examens que l'on va réaliser, on se rend compte qu'on acquiert un peu plus de connaissances. On peut faire énormément de choses avec très peu. Par exemple, avec un échantillon de sang, on va pouvoir faire de la génétique, on va pouvoir faire de l'étude en contamination, on va pouvoir déterminer si l'animal souffre d'une inflammation qu'on ne détecterait pas avec une autre analyse. C'est tout un tas de paramètres qu'on essaye d'explorer et l'objectif étant aussi de mettre à disposition des protocoles pour les autres centres de soins qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous, puisque ce sont surtout des associations qui vont intervenir auprès des tortues marines, et donc de leur apporter des solutions pour prendre en charge rapidement et efficacement une tortue sans mettre des centaines de milliers d'euros sur la table pour la soigner, mais avoir des moyens pratiques et très faciles pour tout de suite savoir de quoi l'animal souffre et de quoi il a besoin pour le soigner et le remettre à l'eau. La dernière question que je me pose, et je sais aussi que les auditeurs se la posent, c'est comment on peut aider à préserver les tortues marines du point de vue individuel lorsqu'on n'est pas biologiste ou acteur de l'environnement marin? As-tu des conseils à nous donner? Est-ce que c'est dans notre mode de vie à terre qu'on peut aussi limiter l'impact des menaces et les menaces qui pèsent sur les tortues? Étant donné que tout ce qui vient de la terre va en mer, on a tous notre rôle à jouer en fait dans cette préservation. Et comme on le disait tout à l'heure, ce sont des espèces parapluies. Donc tout ce qui permettra de sauver les tortues marines permettra également de sauver les autres espèces qui, elles, vont être plus au fond des océans, dont on s'occupe beaucoup moins, mais qui sont indispensables pour la survie des écosystèmes et donc au final notre propre survie à nous.
Donc, il est important de faire tous les bons gestes, c'est-à-dire limiter sa consommation ou en tout cas mieux consommer. Et puis également, en tout cas, ce qui concerne les tortues marines, signaler une observation de tortue marine ou signaler un comportement qui est inadapté face à une tortue marine. On se trouve dans une période où il est très facile de voyager à moindre coût. Donc, bien évidemment, il va y avoir une pression touristique dans les eaux. Et il faut savoir que le dérangement des tortues marines est vraiment reconnu comme étant une pression sur ces espèces et passible d'une amende. Donc, éviter de s'approcher trop près d'un animal, ça permet également de protéger la tortue et son habitat. Florence Dell'Amico, donc biologiste responsable du Centre d'études et de soins des tortues marines à l'Aquarium de La Rochelle. Je signale évidemment que le public peut visiter l'Aquarium de La Rochelle, alors pas le centre de soins, mais l'Aquarium est un endroit parfait pour prolonger ses connaissances et s'immerger, si je peux dire, dans tout cet univers. Merci Florence d'être passée dans Soluble. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.